Électron Libre, une émission proposée et initiée par Claude Farc. Aujourd'hui, c'est Paul-Marie Guinchard qui présente et anime cette émission, Claude Farc étant empêché. Électron libre, électron comme une particule, comme cette particule qui tourne autour de son noyau, mais qui parfois s'en échappe pour vivre sa vie ailleurs, pas toujours en toute liberté, mais aussi pour construire autre chose, ou du moins tenter de le faire. Et libre d'aborder des sujets concernant l'activité humaine et de parler de la vie sur Terre. Aujourd'hui, je suis accompagné de Jean-Paul Grosbois, et nous avons un invité que je présenterai tout de suite en disant que nous accueillons Sylvestre Souillet qui a parcouru les forêts et appris au fil de sa carrière ce qu'était une forêt et aura appris les règles et la réglementation qui pouvaient être mises en œuvre. Bonjour. Bonjour. Paul. Bien, nous sommes interrogés sur le progrès, sur la notion de progrès. Il est vrai que depuis près de 4 siècles, les sociétés humaines auront vécu des évolutions gigantesques au regard de l'histoire de l'homme. Des découvertes scientifiques, technologiques importantes, accompagnant l'ouverture des nations européennes vers les autres continents, marquent le début de l'ère de l'Anthropocène. François Jarige, historien des sciences et des techniques de l'environnement, nous questionne avec ses nombreux ouvrages et notamment avec celui qui a pour titre « On arrête parfois le progrès sur la dégradation de l'environnement, sur l'ensemble de la planète. » Plus encore, ces ouvrages pointent la place des techniques et des technologies qui génèrent ces dégradations et qui mettent à mal l'avenir de notre espèce sur la planète. Soyons pratiques, soyons plus concret si possible pour aller plus loin. Et si on s'intéressait au secteur de la forêt aujourd'hui, pour illustrer ce constat, le constat de cette introduction. Alors ce n'est pas une technique au sens de la technologie très hard du terme, mais sur les techniques notamment de sylviculture qui peuvent être mises en place. Et pour échanger sur ce domaine, nous avons donc aujourd'hui invité un spécialiste de la question, du moins une personne qui est très très affûtée sur le sujet, qui est aussi un collègue de Jean-Paul Grosbois, Sylvestre Souillet. Sylvestre, pouvez-vous dire en quelques mots votre itinéraire? Qui êtes-vous? Rapidement, c'est un itinéraire assez, j'allais dire classique. Je suis rentré dans une école forestière, j'avais 16 ans. Ouais. J'ai eu une formation de 2 années. Et à l'issue de cette formation, j'avais un métier de forestier en poche. Et c'était une formation très généraliste, assez complète, assez de terrain, j'allais dire. Et quand je suis rentré à l'ONF, très rapidement, ma foi, j'ai découvert en fait la forêt, parce que c'était pas ce qu'on croyait. Malgré une bonne formation, ça m'a aidé bien sûr, mais évidemment... Et de la petite enfance, la forêt était déjà quelque chose d'important? C'était des souvenirs d'enfance, mais peu conséquents. J'avais des attachements comme ça, des vacances et des choses comme ça, mais rien de particulier, quoi. Ouais. Peut-être mon nom. Ah bah oui, effectivement. Le prénom, pardon, parce que on m'a appelé Sylvestre et peut-être certains disent que c'est un présage. J'ose l'espérer. Ça peut être. Jean-Paul est parfaitement au courant, parce que moi, je ne suis pas du tout un forestier, mais j'ai connu la forêt gamin avec mon grand-père qui était aux eaux et forêts, parce que ça s'appelait comme ça à l'époque. Bien, je vous en prie, continuez. Bon, donc 2 années à l'école forestière, puis après 40 ans à l'ONF sur le terrain en tant que forestier. C'était un choix délibéré parce que j'avais eu des occasions d'avoir des promotions internes, mais ça m'éloignait du terrain. J'ai voulu rester auprès du contact des forêts, au plus près. Donc, dans la nature. Voilà. Ouais. Et là, maintenant, je suis en retraite depuis une 12aine d'années, mais toujours attentif à l'évolution des forêts et toujours aussi syndiqué au syndicat des forestiers solidaires de l'ONF qui a une très grosse implication dans comment on gère les forêts, et non seulement comment on défend les personnels aussi, mais comment aussi, qu'est-ce qu'on fait avec des forêts, et quelles sont leurs fonctions sociales, etc. Oui, okay. On parle vraiment aujourd'hui, je pense, de manière plus en plus importante et forte du recul de l'environnement. Alors que, effectivement, quand on se promène dans la nature, quand on se promène dans nos forêts, on voit de façon pratiquement accélérée une dégradation de la forêt. Qu'en est-il ? Oui, moi je pense que quelque chose se passe et qui nous trouble profondément et qu'on a le mieux mal à cerner. Et pour le coup, c'est bien ça le problème, c'est que c'est peut-être trop grand pour nous, ou en tout cas pour les cadres mentaux dans lesquels on est habitué à penser les choses, quoi. Hein. Ouais. C'est-à-dire
un environnement qui se délite autour de nous, c'est très troublant en termes de comment on questionne cette affaire-là. Et je pense que nous, praticiens, avec un peu de recul, on voit bien que tout ça a quand même une histoire, même si c'est une histoire à bas bruit, qui dure depuis très longtemps, et qui s'accélère prodigieusement ces dernières années, c'est vrai. Hein. Et le monde industriel a précipité aussi les forêts dans une histoire qui n'était pas la leur et qui n'a jamais été la leur. Oui, parce qu'il y a une notion, je pense que le commun des mortels n'a pas forcément, c'est que la forêt, en général, c'est un lieu naturel pour lui, c'est la nature. Alors que dans les faits, on parle d'agroforesterie. C'est un terme qui n'est pas très très souvent utilisé pour le commun des mortels, et on peut tout à fait faire un parallèle avec l'agriculture en général, et avec une différence fondamentale, c'est que le cycle de la forêt, c'est pas le cycle du blé, de l'orge, des betteraves ou des prairies naturelles du Haut-Doubs. Hein. Oui, alors effectivement, c'est des cycles du vivant hérités qui ont des millions, voire plus d'années. Hein. Oui. Et du coup, pour parler de la Franche-Comté, pour être c'est 10 000 années après la dernière glaciation, par exemple. Et les compositions animales et végétales associées à 10 000 ans d'un radoucissement. Et ce qui fait la qualité d'un milieu, en fait, c'est sa complexité. Voilà. Et si on rentre à travers le biais de la complexité, le vivant, il peut exister de façon très simple, mais il est très fragile. S'il est très complexe, il est plus robuste. Voilà. Alors c'est ça, On pourrait détailler un peu, parce que c'est une notion extrêmement intéressante. Écoutez, c'est simple, c'est fragile, c'est complexe, c'est beaucoup plus solide. Voilà, c'est le paradoxe, quoi. Voilà. Hein. Alors ce paradoxe-là, comment l'explique-t-on ? On l'explique à travers les interactions qui s'y passent. C'est-à-dire qu'il y a des quantités d'éléments dans un milieu, et on n'en a pas fait la somme encore, hein, et encore moins celle des interactions dynamiques qui se réagissent à chaque instant aux nouvelles conditions du climat. Parce que le milieu vivant est toujours très en phase avec ce qui se passe. S'il fait chaud, eh bien, il s'adapte. S'il fait froid, il s'adapte. S'il fait sec, il s'adapte, etc., etc. Et tout ça mobilise dans le vivant des associations. Alors, ça peut être au niveau du sol, ça peut être les champignons mycorhiziens, par exemple, en association avec les arbres, on découvre des quantités de choses extraordinairement intéressantes. Ça peut être le génome. Alors, pour le chêne, il y a 30 ans de recherche assez affûtée et disponible, et on se rend compte que tout ça se mélange et qu'il a franchi un certain nombre de glaciations et des écarts de température considérables, et que son génome s'est ajusté à chaque fois, et c'est à la faveur de la crise que les réponses ont été données. C'est pour ça, peut-être pour la suite de notre réflexion, parce que je voudrais pas être pessimiste, parce que trop de monde l'est, mais il y a des possibilités de penser une situation qui est quand même très compliquée en prenant un peu de recul, et la mémoire des arbres nous invite à avoir ce recul-là. Oui, c'est effectivement très intéressant. On peut faire le parallèle d'ailleurs avec la problématique du mélange j'allais dire des genres. Non, le terme n'est pas adapté, mais au niveau humain, par exemple, toute la problématique de l'immigration. Si on reprend l'histoire de l'immigration, et donc c'est de plus en plus complexe effectivement, même si aujourd'hui les discours correspondent à des choses qui ne sont pas relatives à la problématique scientifique, mais une approche démagogique hein, en tant que telle. Mais si on reprend toute l'histoire, par exemple, des sciences depuis le XIVe au XVe siècle, et puis cette complexité qui donne effectivement une solidité assez impressionnante à l'ensemble de l'évolution. Jean-Paul, quelle réaction suite à cette première présentation fort intéressante? Alors, est-ce que dans le fond, il y a un recul sur la gestion environnementale des forêts? J'allais dire, est-ce qu'il n'y a jamais eu d'avancée sur la gestion environnementale des forêts? Parce que l'histoire des sylvicultures, c'est l'histoire de la production. C'est-à-dire, quand au XVIIIe siècle, on produit massivement du taillis, c'est-à-dire des bois de petite taille, c'est pour l'industrie métallurgique. Les maîtres de forge et les forêts, c'est une longue histoire et une terrible histoire. Et puis après, quand on a moins besoin de bois de chauffage, on a d'autres sylvicultures plus adaptées à un besoin de gros arbres. Et on reconstitue les forêts puisque tout d'un coup, on va utiliser le charbon. Et l'histoire des forêts, c'est une histoire de la récolte, de la gestion de la ressource, mais les forêts sont des bonnes filles, somme toute, parce que, comme l'a dit Sylvestre, elles ont gardé pendant des milliers d'années une complexité
est une biodiversité qui s'est affinée, qui augmente, qui évolue de façon assez merveilleuse. Mais ce que nous avons fait des forêts, la biodiversité s'en est débrouillée seule. On a abandonné la biodiversité finalement. Voilà. Alors il y a un moment quand même dans la foresterie où on a été très engagés, Sylvestre et moi, dans nos carrières, puisque nous on a fait nos carrières ensemble. C'est après les années 70, quand on voit un dépérissement extrêmement marqué sur les arbres et assez rapide, en particulier au début sur les résineux. Toute l'Europe est concernée par ce qu'on a appelé les pluies acides. Oui, je me souviens de cette... Et dans les années après, il y a une prise de conscience dans la foresterie, à tous les niveaux de l'ONF, sur la nécessité de se préoccuper plus de l'environnement, des forêts et de la gestion de nos forêts pour les rendre, pour qu'elles restent résilientes. Mais c'est dès que les caméras ont tourné, se sont tournées ailleurs, on n'a plus parlé des pluies acides. Oui, le thème résilience, on y reviendra tout à l'heure. Ce qu'on comprend là, c'est l'évolution environnementale, enfin de l'état de santé, je dirais, des forêts, très marquée. Je prends simplement l'exemple de la forêt de Chaux. La forêt de Chaux, elle a fait effectivement l'objet d'aménagements au XVIIIe siècle extrêmement conséquents pour les maîtres de forge, Évran, Fraisan, etc. et tout. Et puis après, ça s'est poursuivi sur une autre pratique qui était la production du sel, avec Arquestan, etc. On sait aussi que Salins, tout le vallon de Salins était extrêmement bien boisé. Et d'ailleurs, dans l'histoire de la Franche-Comté de Paul Delsal, on aborde le sujet de l'évolution de la forêt de Salins et puis de toutes ses conséquences autour, à 30 ou 40 kilomètres autour de Salins, pour la production du sel. Donc on s'aperçoit qu'effectivement, l'homme et la forêt étaient déjà vraiment très, très intriqués dans une agroforesterie, même si on n'utilisait pas le terme à l'époque, en tant que tel. Nous allons faire une première pause musicale avec une musique, et non pas, donc il n'y a pas de texte, mais c'est, vous verrez, de Pascal Harbert Nicolas, qui nous présente une musique qui a pour titre Trahison. Je pense que le mot est bien choisi. Électron libre, le magazine des problématiques environnementales et sociétales actuelles sur RCF, animé par Paul-Marie Guinchard. Bien, pour cette émission qui a pour thème la problématique du recul environnemental ou de la réglementation environnementale appliquée aux forêts. Donc, je suis entouré aujourd'hui de Jean-Paul Grosbois et nous avons comme invité Sylvestre Soulier. Nous avons donc, surtout dans la première partie, abordé des aspects relatifs à l'histoire. Mais avant d'aller sur la problématique environnementale, j'aimerais qu'on revienne encore un petit peu sur une histoire plus récente. On va quitter le XVIIIe siècle et on va venir sur le dernier quart du XXe siècle où ont commencé à se développer des politiques de collecte
d'énergie dans les forêts, donc avec le développement des politiques bois-énergie. J'en fus acteur quand j'étais à l'ADEME, mais avec le recul, je me pose aujourd'hui encore beaucoup de questions. Pendant la pause, Jean-Paul Grosbois, il disait que au début des années 80, les forestiers avaient vu plutôt d'un bon œil l'arrivée des spécialistes de l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie avec le début des politiques bois-énergie. Jean-Paul, qu'en est-il ? Oui, effectivement, on voit venir les techniciens qui viennent nous dire dans vos forêts, il y a du bois de chauffage qui part à droite, à gauche, en Italie même et tout ça. On pourrait localement utiliser ce bois pour produire de la chaleur pour une mairie, son école, etc. Des petites unités. Comme ça, il donne l'exemple de la Normandie, qui élague des haies et qui, avec le bois récolté, organise des petites chaufferies à bois. Voilà. Et nous, ça nous semble très intéressant, très sensé. Mais alors le mais, c'est que entre ces idées de démarrage et aujourd'hui l'Angleterre, qui, avec une usine en bord de côte dans le sud de l'Angleterre, produit 7% de l'énergie, une usine qui importe massivement des arbres coupés dans des forêts fragiles des États-Unis, qui arrivent par bateau. Ou du Canada. En Belgique aussi, on a le même problème. Voilà. Ouais. Alors comment on passe d'une très bonne idée à une gestion catastrophique des forêts et c'est de la récolte de mines. On est dans les mêmes problématiques que l'industrie de la métallurgie et les maîtres de forge. À l'échelle mondiale. Oui, à l'échelle mondiale, même à l'échelle locale. Est-ce qu'on n'est pas confronté au même problème ? Moi, je me souviens de longues discussions. Alors, c'était au niveau de la Franche-Comté, mais c'était aussi au niveau national sur, par exemple, la remise en cause des techniques forestières, d'exploitation forestière, notamment les forestiers. À l'époque, sur les houppiers. Qu'est-ce qu'on fait des houppiers ? Les houppiers, pour le préciser, c'est les branches des arbres. On ne prenait que le fût et puis on laissait les houppiers sur place, ou alors on les confiait dans le cadre des politiques d'affouage des communes, dans certains cas, et pas toujours. Hein. Et donc, on s'est aperçu après coup que finalement, le cycle naturel de la forêt, c'est un cycle, donc au même titre que les feuilles qui tombent, qui fournissent donc de l'humus, qui font pousser, etc. Et donc, ça pouvait avoir des effets néfastes sur cet aspect-là. Et puis l'autre aspect, c'est que effectivement, fabriquer des copeaux pour alimenter une assez grosse chaufferie, comme c'est le cas de la chaufferie de Planoise, par exemple, d'autres, il y en a d'autres en Franche-Comté relativement conséquentes, et puis d'autres pour fabriquer des pellets qui vont coûter une énergie assez conséquente pour le fabriquer. Le bilan énergétique, il n'est pas évident du tout. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on fait par rapport à ça, alors qu'on sait qu'il y a des projets relativement conséquents qui se dessinent en Franche-Comté et qui vont certainement nous conduire sur à nouveau la même histoire que celle qu'a connue certaines zones de la Franche-Comté, notamment ça, la Sylvestre. Bon, alors là, on rentre dans le dur, là, j'allais dire. Oui, tout à fait. Et après, dans la deuxième partie, dans la deuxième émission, on sera vraiment centré sur le recul. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on constate aujourd'hui comme réponse par rapport à la nécessaire résilience ? D'accord. Bon, là, on voit bien qu'il y a une espèce de vent mauvais, j'allais dire, qui souffle sur la planète entière, parce que Trump, à sa première élection, juste pour mémoire, le 5e jour de sa réélection, il a réduit drastiquement les crédits pour les parcs naturels et la recherche. Ouais. Et il y a une chercheuse poète en même temps qui a écrit un beau poème qui s'appelle Le 5e jour. Et le 5e jour, qu'est-ce qu'elle dit dans son poème ? Eh bien, que la nature s'est tue, c'est-à-dire on l'a plus entendue, c'est-à-dire les rivières, la qualité de l'air, la qualité des sols, les associations du vivant, dont les scientifiques étaient les témoins, et les premiers rapporteurs quelque part, eh bien, on la faisait taire. Et c'était le début du mandat de Trump. Je pense que le monde entier rentre dans cette dynamique-là. On nous empêche d'avoir les capteurs sensibles pour être attentifs au milieu, pour le transformer, comme disait Jean-Paul si bien, en une ressource.
matérielle, Ouais. en une ressource minière. Oui. Mais un arbre, c'est pas qu'un produit minier, Mais c'est bien sûr. d'autres choses. Quoi. Nous sommes sur RCF et faire référence à le 5e jour, on fait référence à la Genèse, là, si j'ai bien compris. Hein. Effectivement. Je pense qu'il faudra peut-être qu'on laisse les coordonnées de cet article ou de ce poème, de cette poétesse, hein, pour aller plus loin. Mais encore. Alors, par rapport aux questions environnementales, Ouais, alors qu'est-ce oui, qui se passe? bien sûr. Mais la France n'échappe pas à ce processus-là, ni l'Europe. Parce que, par exemple, le détricotage du Green Deal, du pacte vert européen, depuis quelques mois, il est assez surprenant, étonnant. Il y avait quelque chose de vertueux qui se proposait de nous envoyer vers des dynamiques, des relations plus justes avec le milieu, et qui sont brisées, mais nettes dans leur... Alors que l'Europe avait la taille critique, là encore, hein, j'ose l'espérer, d'inventer un modèle vertueux de sortie de crise écologique ou voilà comment on va faire avec ce qui nous arrive et qui, comme je le disais, est quand même très conséquent, très lourd à négocier. Voilà, l'Europe avait quelques propositions. Là, elles sont en train d'être démolies, déconstruites, jour après jour. Et les exemples sont innombrables. Hein. On pourra revenir un peu plus en détail par rapport à cet aspect-là, effectivement. Parce que visiblement, ça ne concerne pas que la forêt. Et donc aujourd'hui, on va essayer de rester concentré sur la forêt. Jean-Paul, l'aspect revenons sur ce dont on parlait par rapport à l'utilisation du bois, par exemple, à des fins énergétiques et notamment pour le chauffage. Est-ce qu'on peut aller un peu plus loin par rapport à ça, sur la perception ou comment vous avez évolué, vous les forestiers, par rapport au développement effectivement de ces pratiques d'utilisation de la ressource de la forêt en tant que ressource énergétique? On a vu se mettre en place des structures de plus en plus grosses, c'est-à-dire à partir de la chaufferie du village qui va chauffer la mairie, l'école. On a vu des chaufferies beaucoup plus grosses et de plus en plus grosses. Et puis, on a vu aussi quelque chose qui nous a beaucoup choqué, la récolte dans les houppiers, dont vous parliez. Ah oui. Dans les houppiers, la récolte s'est faite des petites branches. Et pour le forestier, alors un constat d'un livre blanc des années 2000, un constat disait que nos forêts n'ont pas assez de bois mort. Il y a tout un cortège d'insectes qu'on dit saproxyliques dans cette biodiversité associée, qui sont liés au bois mort dans les forêts. Et quand on exporte les petites branches des arbres, on exporte aussi en même temps une richesse minérale. On la retire. Voilà, oui. On la retire pour la broyer. On retire une part importante des minéraux qui retournent naturellement à la forêt. Et puis, sans bois mort, nos forêts gérées à l'hectare ont quelques mètres cubes de bois mort, c'est très peu. Oui. Hein. On sait que pour que ces cortèges d'insectes saproxyliques, cette biodiversité insectes et champignons existe et fonctionne, il faut au moins 30 mètres cubes par hectare de forêt de bois mort qui reste sur place et qui se décompose sur place. Et puis qui nourrit la forêt, quoi. Et donc, voilà. Dans les années 2010, une jeune femme qui doit s'appeler Hélène Avocat avait fait un constat sur Besançon. Autour de Besançon, la ressource disponible en bois pour les chaufferies était d'ores et déjà dépassée. Oui, c'est-à-dire qu'il y a une prospective en termes de besoins énergétiques qui n'est pas en lien avec ce que la forêt aurait pu, si elle était bien exploitée. Il y a encore en plus cet aspect-là, hein, parce que je pense qu'on allait beaucoup plus loin, effectivement, et on s'aperçoit qu'effectivement ça s'est écarté, et que l'approvisionnement de la chaufferie de Besançon, par exemple, il n'est pas resté local, il est allé un peu plus loin à l'échelle de la région, si j'ai bien compris aujourd'hui. Alors on arrive à la fin de cette première partie d'émission, donc sachant qu'on va aborder spécifiquement l'émission de la semaine prochaine, on va aborder spécifiquement donc la problématique du recul. Sylvestre Soulier a déjà posé quelques jalons de l'échelle européenne. On verra après aussi côté France, hein, en tant que tel, restons gaulois un peu quand même. Voilà donc par rapport à notre sujet d'aujourd'hui, et donc soyez prêts la semaine prochaine. On va parler du recul environnemental dans nos forêts. Merci.